pour une l'édition spéciale. Bienvenue mesdames et messieurs sur l'antenne télévision. Je reçois Maître Jérôme qui est cadre d'un parti politique, le Bahati. Monsieur Jérôme, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous les bâtisseurs. Bonjour au peuple congolais. Bonjour à nos compatriotes du Nord et du Sud Kivu. On ne vous a pas oublié, nous sommes ensemble et on se bat pour vous. Merci Maître Jérôme, c'est toute la première fois de passer ici sur l'antenne télévision et bienvenue encore. Ok, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie de m'avoir invité dans ce beau cadre. Ça fait plaisir d'être ici et de parler comme vous. Merci Maître Jérôme. L'actualité d'aujourd'hui, on parlait la question entre l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique et que cet accord-là, c'est pour l'intérêt de cette population ou bien c'est pour l'intérêt d'un individu. À quoi la population gagne? On doit parler avec Maître Jérôme. On commence déjà. Maître Jérôme, on veut nous voir la RDC a signé un accord avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce que cet accord, c'est pour l'intérêt de cette population ou bien c'est un accord juste que le président veut dire que pour restaurer la paix à l'Est de la République, il faut avoir un accord de manière avec les États-Unis d'Amérique? Voilà. Cet accord, en tout cas la signature de l'accord, justifie que, ou ça montre que Félix Tshisekedi, encore une fois, est incompétent. Comment ça? Il ne sait pas assumer la fonction ou les missions lui attribuées par le peuple congolais, soi-disant, parce qu'il dit qu'il a été élu par les urnes, c'est que nous ne croyons pas. Alors, vous dites que vous êtes président de la République, vous avez été élu aux urnes, mais vous êtes incapable de sécuriser la population. On menace votre population, on tue, on viole. Vous partez négocier avec les États-Unis pour faire la paix chez vous. Ce qui n'a pas de sens. Est-ce que les États-Unis peuvent négocier? Parce qu'on ne négocie pas avec les États-Unis juste pour notre paix. Dans cet accord, il y a les États-Unis, il y a les Rwandais. Il y a les Rwandais à l'intérieur. Il y a les Rwandais et il y a la RDC. Mais comment ça se fait qu'un État sérieux aille négocier un accord de paix avec un autre État pour se faire sécuriser? Pour sécuriser sa propre population. Félix Tshisekedi dit... En fait, selon la Constitution, le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Dans son rôle, il doit garantir la paix, il doit protéger sa population, il doit veiller sur l'intégrité territoriale. Et il prête serment, la main sur la Bible. Il jure de respecter l'intégrité, de protéger l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, notre intégrité territoriale est discuté aux États-Unis avec les Rwandais et les Américains. Les Américains, chez eux, on ne négocie pas avec les terroristes. Les M23, l'AFC M23 ont été qualifiés par M. Félix Tshisekedi de terroristes, de sanguinaires. Ils sont qui sont en train de tuer notre population. Et aujourd'hui, les termes ont changé, on n'appelle plus les terroristes. On va y arriver. Il dit que moi, au début, il ne pouvait pas négocier avec les terroristes. Il ne pouvait pas négocier avec ceux qui tuent la population. Il est allé plus loin pour dire que M. Paul Kagame lui et Paul Kagame n'allaient se rencontrer qu'au paradis. Est-ce que d'abord Félix Tshisekedi verra le paradis? Ça, c'est une question à part. Mais comment ça, vous ne verrez pas le paradis? Mais parce qu'il ment trop. Le président de la République ne sait pas dire la vérité. Oui. Le président de la République ne sait pas dire la vérité. Mais vous je veux dire ceci. Il dit que je ne parlerai pas avec Paul Kagame. Pas question de négocier avec les M23 ou les agresseurs de la République démocratique du Congo. Après un moment, on prend Bunagana. Bunagana a été récupéré. Ça faisait, je crois, 2 ans après, la ville de Goma tombe. Pendant que Bunagana a été récupéré, Félix Tshisekedi était en train de dormir. Il s'est vanté, il disait que moi je ne peux pas négocier avec des rebelles. Pendant que la ville était sous emprise, la cité de Bunagana et les environs étaient sous emprise, les rebelles commençaient parce qu'ils se financent aussi grâce à l'exploitation des minerais de ces coins-là. Il reste dans sa position de ne pas négocier avec des rebelles. Pendant ce temps, la population est meurtrie, on tue et on viole le moment. Ça ne lui fait absolument rien. Il fête son anniversaire, il voyage, il s'occupe de sa vie, tranquille. Les rebelles avancent. Ils récupèrent la ville de Goma. Vous savez que le jour qu'on a récupéré la ville de Goma, c'était un carnage. Les gens sont morts en désordre.
Ils ont tué comme pas possible. Félix Tshisekedi reste intransigeant, il reste sa position. Je ne négocie pas avec des rebelles. Et d'ailleurs, il promet une riposte vigoureuse. Ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Nous le savions déjà, parce que nous savons qu'il lui, avec la vérité, il n'y a pas de point commun. On passe. Félix Tshisekedi attend. Pendant ce temps, il ne s'est pas organisé l'armée pour essayer de faire cette riposte rigoureuse. Il est resté calme. Je ne sais pas, il faisait quoi, il était dans autre chose. On récupère la ville de Bukavu. Le sud qui vous tombe. Félix Tshisekedi s'est réveillé de son sommeil lorsque les ennemis ont commencé à menacer de récupérer la ville de Kisangani. C'est alors qu'il dira qu'il va négocier. Ils sont allés à Doha négocier avec ces gens qui ont appelé la traité de Pantin. Si vous vérifiez dans votre dictionnaire, vous verrez que un pantin, c'est celui qui change la vie sous pression des autres. Donc, hier, Félix Tshisekedi disait autre chose, et aujourd'hui, sous pression, il change la vie, il dit autre chose. Allez-y comprendre que le vrai pantin, c'est Félix Tshisekedi. Donc, si je comprends bien, le vrai pantin, c'est Félix. Bien sûr, c'est lui. Parce que le terme. Ce n'est pas Corneille Nanga, ce n'est pas Bertrand Bissimo. Corneille Nanga, il est resté dans sa logique. Oui. Il menace. Il fait pression, il demande ce qu'il avait besoin, et Félix Tshisekedi naïvement, on lui accorde. Ce qu'il ne pouvait pas avoir par les armes, on lui accorde aujourd'hui sur un plateau d'or. On le lui donne, on lui dit non, vous avez besoin d'exploiter, venez exploiter. Or que la République ne peut pas se réduire à ce niveau. Mais on ne peut pas, si nous sommes arrivés jusqu'au niveau de signer les accords avec des rebelles, c'est parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a pas su relever l'armée au niveau de défendre l'intégrité territoriale. Il a failli à sa mission, c'est pour ça qu'il doit partir. Il ne peut pas rester au pouvoir. Donc, si je comprends bien cet accord entre les États-Unis d'Amérique avec la RDC, donc c'est pas pour l'intérêt de cette population. Ça profite à qui? Mais ça profite au Congolais. Cet accord, on vous dira que nous devons exploiter, en fait, nous devons laisser le Rwanda exploiter les minéraux chez nous. Je lis cet accord. Voilà, vous allez laisser exploiter, parce que c'est un accord. Moi, je signe un accord avec vous, je dois avoir une partie où je gagne, et vous de même. Donc, c'est gagnant-gagnant. Nous signons un accord avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda perd? Rien. Maintenant, alors, dans cet accord, c'est qui est perdant? Le Rwanda gagne, la RDC est perdant, nous perdons. Donc, c'est nous qui est perdant dans cet accord. Bien sûr, nous ne gagnons rien dans cet accord. Les États-Unis viennent pour leurs intérêts. Les Rwandais, c'est pour leurs intérêts. Chez nous, Félix Tshisekedi négocie son pouvoir. C'est totalement aberrant. Mais on a un président qui ne sait pas qu'il est président. En fait, il dirige dans l'inconscience. Bien sûr, il ne sait pas qu'il est président. Parce que les Américains viennent pour leurs intérêts. C'est grave. Regardez sa façon de procéder. Les Rwandais, un Américain, lui, c'est l'Amérique d'abord. Pour Donald Trump, républicain de son État, pour lui, c'est d'abord les Américains. Venir à l'RDC, exploiter notre sol, c'est d'abord pour les Américains. Parce que c'est ce qui les caractérise. Les Rwandais, quand ils viennent voler ici, vous avez déjà entendu que Paul Kagame est venu ici voler le minerai pour construire un immeuble au Rwanda? Construire pour son propre compte? Non. Quand ils viennent, ils volent, c'est pour stabiliser leur pays. Économiquement, le Rwanda a une bonne position en Afrique aujourd'hui par rapport à la RDC. Pendant qu'ils sont en train de voler chez nous. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi est détourné dans les trésors publics pour leurs propres intérêts. Mais essayez d'imaginer quelle sorte de dirigeants nous avons. Les Rwandais volent en République démocratique du Congo pour l'intérêt de la population rwandaise. Les Américains viennent ici exploiter pour l'intérêt de la population américaine. Mais chez nous, nos propres autorités volent pour leurs propres intérêts, les intérêts de leurs enfants. Croyez-vous que nous devons laisser du temps à ces gens pour continuer à gérer l'État de cette façon? Mais pourquoi Félix Tshisekedi est arrivé jusqu'au niveau de négocier? C'est parce qu'il s'est senti menacé. Il a senti que son pouvoir était en train de partir. C'est pourquoi il s'est laissé faire et il est allé négocier. Il n'a rien à voir avec les Américains, mais il négocie avec l'Alliance Fleuve Congo. Il négocie avec les Américains, il négocie avec les Rwandais, les Rwandais qui parrainent l'Alliance Fleuve Congo et les M23. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. C'est lui qui nous a dit qu'il ne pouvait pas négocier au départ avec les M23 parce qu'ils étaient soutenus par les Rwandais. Le Rwanda soutenu par les Américains. Voilà. Maintenant qu'il soutient le Rwanda. Mais ce n'est pas attendez. Ce n'est pas un bon chemin ce que le président est en train de faire. Mais comment ce serait un bon chemin pendant que vous allez négocier l'intégrité territoriale avec les autres pays? L'intégrité territoriale, vous ne se négocie pas. On reste intransigeant sur la question de la souveraineté nationale. On ne la partage avec personne.
Notre sécurité à nous, c'est notre propre problème. Et c'est parmi d'ailleurs les premières missions de l'État. Sécuriser l'État, sécuriser les frontières et l'État et la population. Mais quand l'État est incapable de sécuriser la population. L'État est capable, la personne qui incarne l'État, c'est le président Félix Tshisekedi. Quand il est capable, il doit démissionner parce qu'il a prêté serment de protéger l'État. Mais ce n'est pas trop tard le président Félix de démissionner, il n'a pas encore fini son mandat. Non. On ne doit pas attendre. La façon dont Félix Tshisekedi est en train de gérer l'État, c'est un agent de la balkanisation, il veut céder ses pays au Rwanda. On ne peut pas attendre qu'il finisse sa mission. Oui, mais on doit les prendre, on doit les plaquer au sol. Oui. Vous le bac vous demandez ça? Bien sûr, nous ne demandons pas, en fait, nous exigeons qu'il démissionne et puis nous demandons à la population, parce que Félix Tshisekedi est trop têtu, d'enclencher l'article 64 de la Constitution pour le faire partir de ses pouvoirs. Il ne mérite pas d'être là où il est aujourd'hui. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays, un président de la République va négocier l'intégrité territoriale avec un autre pays, un pays agresseur? Et pendant qu'il est en train de négocier avec ces gens, les troupes rwandaises sont dans notre sol. Merci mon frère, merci d'avoir répondu à cette question. Moi, ce que je peux dire d'abord que notre État doit prendre ses responsabilités, mais on ne peut pas signer un accord avec un pays qui nous adresse. C'est nous qui avons perdant, c'est nous qui avons perdu. Nous avons une armée, formez notre armée, recrutez des jeunes à l'université, envoyez-les. Merci. Deuxième sujet dont on parle d'aujourd'hui, c'est l'affaire deuxième accord entre le Rwanda et la RDC. En quoi on va signer encore un accord avec le Rwanda? Pour le minerai, un pays qui nous adresse, on veut signer encore un accord pour le minerai. On veut partager le minerai avec le Rwanda. Exactement. Mais pourquoi nous avons accepté ça? Parce qu'il y a des accords. Un accord avec les États-Unis d'Amérique pour se mettre d'accord, et encore un accord entre le Rwanda avec la RDC. Cet accord-là, c'est à peu près le qu'on peut signer un accord avec un pays qui tue la population, qui menace la sécurité C'est exactement la faiblesse de notre pouvoir, étant incapable de sécuriser sa population. Il croit que nous devons signer les accords avec les Américains pour se faire sécuriser. Parce que selon Félix Tshisekedi, signe les accords avec une entreprise américaine pour la sécurité de notre territoire national, la sécurité de la partie est de la République. Donc c'est un accord en contrepartie, nous devons bénéficier de la sécurité. Alors que les Américains viennent pour sécuriser leurs propres intérêts. Ils ne viennent pas pour sécuriser les intérêts de la population congolaise. Totalement, ça ne se fait pas comme ça. Et puis, le deuxième accord, c'est les négociations de Doha. Ça n'a pas abouti apparemment. Non, mais ils sont en train de poser des jalons pour n'est-ce pas, voir comment avancer. Dans ces accords, il semble, selon un ancien du FCC, jusqu'alors membre du FCC Raymond Chibanda, qu'on a négocié, que le gouvernement congolais négocie avec le rebelle de M23 pour essayer d'intégrer leurs membres dans l'armée, selon leurs exigences. On a intégré leurs militaires dans l'armée, partager les postes, gérer ensemble. En quoi cela est différent du brassage et du mixage? Aucune différence. Félix Tshisekedi n'a aucune logique que de balkaniser ce pays. Parce qu'il est en train de vouloir gérer le pays avec les Rwandais. Donc cette affaire de négociation de Douala, les M23 jugent qu'on doit intégrer les forces armées. Ils ont posé leurs conditions. Et le pouvoir semble céder à ça. Ils ont posé leurs conditions. Parce que si nous devons négocier, nous sommes là. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui se trouve dans une position de faiblesse. Parce qu'il ne peut pas imposer ses conditions. Parce qu'il a peur de perdre son pouvoir. Il est dans la logique de sauvegarder son pouvoir. Il attend peut-être qu'on lui accorde le temps jusqu'en 2023 pour partir. Est-ce que nous sommes blessés? Est-ce que nous sommes en guerre? Nous sommes, comme le disait tout ça, Kofi Olomide, nous sommes tapés comme des enfants. Parce que la guerre, c'est se battre. On se bat contre l'ennemi, on le fout dehors. Maintenant que nous subissons, le Rwanda a commencé à nous agresser il y a longtemps. Au lieu de nous battre, nous étions sur un soi-disant front diplomatique. Aujourd'hui, qui aboutit à quoi? À signer un accord qui va vous permettre de co-gérer une partie de votre pays avec le Rwanda. Alors que M. Félix Tshisekedi, dans sa logique de changer la constitution, il nous disait que l'article 217 de la constitution déroulait. L'article 217 de la constitution, selon l'IDPS, cet article donnait une partie de notre intégrité territoriale au Rwanda. Aujourd'hui, vous voulez signer un accord pour donner
une partie de votre territoire national au Rwanda, en fait une partie pour exploiter. Pourquoi vouloir alors changer la constitution? En quoi l'article 217 de la constitution devient mauvais? Ce qui veut dire simplement qu'il y a l'incohérence dans les décisions que prend M. Félix Tshisekedi. Et c'est pas ce qu'il est en train de faire. Et il est en train d'enfoncer notre pays dans un gouffre. Ça sera difficile de nous ressortir de ces accords qu'ils sont en train de signer aux États-Unis. Bon, ce sera mouvement au peuple congolais. C'est un accord pour protéger le peuple congolais ne va pas se retrouver dans ça. Je vais répondre à ceux qui disent que nous sommes en guerre. La politique, c'est la fonction du droit. C'est la politique, c'est la fonction du droit. Comme le droit marche avec la logique, c'est comme ça la politique marche. La guerre, la définition de la guerre, c'est le prolongement de la politique sur d'autres formes. Par exemple, moi et vous, on ne s'entend pas très bien. On part aux élections. Moi, je gagne et vous perdez. Oui. Moi, on me met à côté. Moi qui ai gagné les élections, moi, on me met à côté. Bino Bazi, Bino Baché, Bino Bokomi président. Ça peut créer une frustration. C'est ça la définition de la guerre. Ça peut créer des frustrations. Ça peut amener un conflit générique. À cet conflit générique, ça peut amener des morts, on peut subir une guerre. Ouais. C'est ça en fait. Alors moi je dirais aux dirigeants qui nous dirigent, le président de la République, tous les gens qui nous ont dit négocier. Négocier. Depuis longtemps, même si on ne met pas Camera à cette époque, quand le M23 était au Bunagana, il avait dit il faut négocier. Il faut négocier, monsieur le président. Négocier pour trouver la paix sociale. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vais entrer dans le dossier affaire Matata Pogno. Vous savez, Matata Pogno est menacé. Oui, l'affaire de Matata Pogno. Aujourd'hui, on voit Matata Pogno, député national, convoqué à la Cour constitutionnelle. On n'a pas respecté la procédure juridique. Pourquoi on n'a pas respecté la procédure juridique d'abord? Aujourd'hui, nous sommes dans un État qui est géré en violation de toutes les lois, en violation des règles, et la Cour constitutionnelle se comporte en bandit. En bandit? Oui. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une grande cour. La Cour constitutionnelle, censée faire respecter la Constitution, aujourd'hui est en train de violer la procédure pour essayer de condamner un ancien Premier ministre dans un dossier qui dirait qu'il pouvait être jugé normalement comme tout autre ancien Premier ministre suivre la procédure et le condamner. Vous avez le dossier Bukangalonzo, le dossier Matata Pogno. Matata Pogno, bien sûr qu'il a supervisé le projet Bukangalonzo. Mais ce dossier-là a commencé lorsque Matata Pogno a quitté la primature. Matata Pogno n'était pas au pays. Il était en dehors du pays, je crois qu'il était en Guinée. On lance une invitation, il revient au pays pour faire face à la justice. Alors il arrive, les procureurs demandent la levée des immunités pour poursuivre l'ancien Premier ministre. Oui. Il demande à la plénière du Sénat, le Sénat refuse de lever les immunités de Matata Pogno. La plénière étant souveraine, elle a refusé de lever les immunités. Les sénateurs partent en vacances. Le procureur de la Cour de cassation demande encore la levée des immunités. Au bureau du Sénat, le bureau Bahati autorise le poursuite judiciaire contre Matata Pogno. Et ça, ce n'était pas pour le dossier Bukangalonzo, c'était pour le dossier zaïrianisation. Ce dossier-là on a prouvé, il y a des organismes internationaux qui ont prouvé que ce dossier n'avait pas assez d'éléments et on ne pouvait pas le poursuivre pour ça. On a laissé tomber le dossier. La Cour de cassation a déclaré incompétente. Elle a envoyé le dossier à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle observe le dossier, elle se déclare incompétente. Partant du principe d'inattaquabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle, on ne devrait plus poursuivre Matata Pogno.
Parce que dès que la Cour constitutionnelle déclare son arrêt, oui. On l'attaque plus. Elle-même, la Cour ne peut pas attaquer son arrêt. Moi je dis voilà. Les dossiers rentrent encore à la Cour de cassation. Oui, oui. La cour de cassation se déclare encore pour une fois incompétente. Aujourd'hui, on se réveille un bon matin. On apprend que Matata Mponi a été invité à la justice. Par qui? Il a été convoqué. Par qui? À la Cour constitutionnelle. Par qui dirige la Cour constitutionnelle? C'est le professeur. Le président. En fait, ici, on ne parle pas des individus, on parle de l'institution. Oui. On parle de la Cour constitutionnelle. C'est la haute cour juridique, la Cour constitutionnelle. L'endroit où j'ai appris ça. Par le professeur, je ne sais pas le professeur, le pasteur Dieudonné Kamoulet. On condamne Matata Mponi. D'ailleurs, on le convoque, il ne parle pas. Il refuse. Parce que la forme a été biaisée. On n'a pas respecté la procédure pour qu'il soit entendu. On n'a jamais levé les immunités de Matata Mponi sur les dossiers Boukangalonzo. Oui, oui. Alors, pourquoi les condamner si ces immunités n'ont jamais été levées pour ces dossiers? Mais à l'époque, quand ces dossiers ont commencé, Matata Mponi était sénateur. Aujourd'hui, il est député national. Comme député national, il a aussi des immunités. S'il faut les poursuivre en justice, on doit demander à l'Assemblée nationale de lever les immunités pour qu'ils soient poursuivis. Cela n'a pas été fait. On les condamne. Lorsqu'on les condamne, lui n'a pas participé au procès. On les condamne sur les fonds, alors que lui exigeait le respect de la procédure d'abord sur les formes. Oui, oui. Alors, lorsqu'on observe le dossier, quand vous regardez la chaîne de décaissement, parce qu'on dit que Matata Mponi a détourné les fonds du projet pour 55 millions. Aussi c'est 50, je ne sais pas si c'est 5. De 89 ou quelque chose comme ça. Souvent c'est 5, souvent combien? Voilà. On dit que Matata a volé l'argent. Le prestataire Gobler a déclaré avoir reçu l'argent du trésor public. L'entreprise qui devait prester pour construire le projet Boukangalonzo. On dit que c'est Matata Mponi qui a sorti l'argent pour payer au prestataire. Quand vous regardez la chaîne de décaissement, Matata Mponi n'intervient nulle part. Et d'abord, on a condamné Matata et l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Et Matata Mponi comme premier ministre à l'époque. Et Deogracias comme le directeur de la Banque centrale. Personne d'entre eux n'intervient dans la chaîne de décaissement de fonds publics. La personne qui a décaissé les fonds, c'est le ministre des Finances, l'Intérieur. Et le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est à partir du ministère des Finances qu'on établit les OPI. On envoie à la Banque centrale, chez le directeur, il y a une direction là-bas chargée des opérations. Le directeur chargé des opérations, c'est lui qui est chargé de décaisser l'argent. C'est lui qui a les codes pour ouvrir le compte et donner l'argent. Alors, on envoie les OPI. Le chargé des opérations décaisse l'argent, il paie à l'entreprise qui devait prester. Parce que l'argent, normalement, passe par des banques commerciales. Dites-moi dans cette chaîne, où est-ce que le Premier ministre est intervenu dans le décaissement de fonds? Nulle part. Où est-ce que le directeur de la banque est intervenu? Nulle part. Regardez un peu comment ce dossier est parti. Non, mais c'est pas une affaire. Le directeur chargé des opérations exécute les ordres du ministre des Finances. Il décaisse l'argent. Et après, il informe au directeur de la banque. Il peut ou ne pas l'informer au préalable dès que les OPI arrivent. Il peut décaisser l'argent parce qu'il n'est pas obligé de l'informer. Mais il peut toutefois l'informer après avoir décaissé l'argent que voilà, j'ai reçu les OPI du gouvernement et j'ai décaissé l'argent pour un tel ou un tel dossier. Et le gouverneur de la banque n'ont pas connaissance. Le gouverneur de la banque, lui, coordonne les activités de la banque centrale. Il préside le conseil d'administration de la banque centrale. Oui. Voilà. Oui, lui, son problème, c'est pas de décaisser l'argent. Vous voyez où nous emmène l'IDPS avec sa gouvernance? Oui. Ils ont arrêté Matata, ils l'ont interpellé suivant les rapports de l'IGF. Parce qu'aujourd'hui, on tente de nous présenter l'IGF comme un saint. En fait, aujourd'hui, l'IGF, c'est comme un enfant, une fille vierge, qui pense qu'elle est toujours vierge après avoir été engrossée. C'est grave ce que vous dites. Bien sûr, parce que l'IGF fait son rapport. On interpelle Matata. La Cour se déclare incompétente. Ça se passe comme ça s'est passé, on les condamne en violation de la procédure. Vous avez le dossier lampadaire, Nicolas Kazadi.
c'était l'IGF qui a fait les rapports. On acquitte Nicolas Kazadi. On interpelle, on dit Nicolas Kazadi n'a pas de Nicolas Kazadi, on avait respecté la procédure, a demandé au président Vital Kamerhe d'aller. Mais l'argent est sorti comment? C'est passé par le ministre des Finances. Lui qui était ministre des Finances, et de l'autre côté, les chargés des opérations de la Banque centrale a sorti l'argent. C'est presque la même procédure qui devait être respectée pour sortir l'argent. Et d'ailleurs, Nicolas Kazadi était en procédure d'urgence. Oui. Alors, le problème ici, c'est les rapports de l'IGF. Parce qu'avec les mêmes rapports, Nicolas Kazadi est acquitté. Lui, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais... Je vous pose la question directement, je vous relaxe. Oui. Est-ce que ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un acharnement politique contre Matata Ponyo? C'est là justement que nous pensons que c'est un acharnement. C'est là justement que nous pensons que Matata Ponyo dit que j'ai refusé d'aller à l'Union sacrée, j'ai refusé d'adhérer. Est en droit de refuser d'adhérer ou non à l'Union sacrée. Il est libre. C'est un acteur politique. Donc c'est un acharnement contre Matata Ponyo. C'est un acharnement contre Matata Ponyo parce que la procédure n'a pas été respectée. Ça, c'est une caporalisation de la justice. Matata Ponyo, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale vous dit que la procédure n'a pas été respectée. L'Assemblée nationale ne sait même pas que Matata Ponyo est en train d'être jugé. Il a été condamné parce que c'est l'Assemblée nationale qui... Attendez, vous parlez de choses qui sont très importantes. Attendez, je vous relaxe. Quand vous entendez un procureur général de la République, le ministère public dit de condamner Matata Ponyo 20 ans de travaux forcés. 20 ans de travaux forcés, de condamner Matata Ponyo 20 ans de travaux forcés. Matata Ponyo dit, avec ses avocats, Maître Nyongo, je le salue aussi, il dit que Matata Ponyo c'est un député national, on doit d'abord respecter la procédure juridique. D'abord, vous m'avez invité ici à la justice, vous n'avez pas respecté la procédure juridique. Le ministère public dit, le procureur général de la République dit, entre guillemets, les immunités parlementaires, il y a des catégories. Donc si je comprends que l'immunité parlementaire, il y a des catégories. Donc, ils ont des députés qui ont une immunité parlementaire, ils ont des députés qui ont une immunité parlementaire. C'est ça que moi j'appelle la caporalisation de la justice. Matata Ponyo étant député national, il a des immunités, comme tout autre député. Dès lors qu'il a été élu, validé, on doit respecter ses immunités, on ne doit pas les traîner en justice comme s'il n'avait pas des immunités. Normalement, on doit respecter la procédure. On doit passer par l'Assemblée nationale. Le procureur doit demander la levée des immunités à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale peut ou ne pas autoriser les poursuites contre lui, ça c'est la souveraineté de la plénière. Alors, au cas où l'Assemblée nationale autoriserait les poursuites contre Matata Ponyo, il peut être poursuivi, là c'est normal. Nous voulons bien que Matata Ponyo soit entendu. Nous voulons bien qu'il soit poursuivi pour ces dossiers. Mais on respecte la procédure. Mais le problème, c'est le respect de la procédure. Parce que vous considérez que Matata Ponyo était délinquant du fait d'avoir violé la loi, du fait d'avoir détourné les fonds publics. Vous voulez les condamner en violation de la procédure. C'est aussi être délinquant. Parce que quand vous marchez contre la loi, c'est la délinquance. Et si d'abord je vous relaxe, qui traite Matata Ponyo délinquant? Qui traite? Parce que ceux qui marchent contre la loi, ce sont des délinquants. Déjà poursuivre Matata Ponyo parce qu'il a violé la loi, parce qu'il a soi-disant volé les fonds de la République, c'est-à-dire tout simplement qu'il a marché hors la loi et on doit l'arrêter. C'est ça la délinquance. Et vous voulez l'arrêter en violation de la procédure. C'est aussi la délinquance parce que vous et Matata Ponyo, personne n'a respecté la procédure. Merci d'aller répondre, merci d'avoir répondu toutes mes questions là et on va entamer une dernière question avant qu'on arrive. D'abord je vais dire respecter la procédure juridique. Respecter la procédure juridique. Je suis étudiant en droit, je connais le droit très bien. Mon professeur Théodore me disait souvent, il faut respecter la procédure juridique. C'est comme ça. Il faut respecter la procédure juridique. La Cour constitutionnelle, c'est la haute cour. La haute cour. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, on ne discute pas. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, on les donne. Et d'ailleurs, les immunités n'ont pas été levées, je le disais tout à l'heure, pour le dossier Boukangalonzo. C'était pour le dossier de la zaïrianisation. Pourquoi on doit... D'ailleurs, on n'a même pas commencé par lever ces immunités. On les juge en violation de procédure, puis on arrive jusqu'à la condamnation. Ça, c'est du banditisme. Merci donc.
les arrêts de la Cour, je disais les arrêts de la Cour constitutionnelle, ce sont des arrêts qu'on ne discute pas. Donc aujourd'hui, vous voulez nous dire que la Cour constitutionnelle se rebelle contre la Constitution? On ne le sait pas. Hein? Vous qui dirigez aujourd'hui la Cour constitutionnelle, monsieur le professeur Kamoulette, qu'est-ce que vous pouvez apprendre des gens qui font les droits à l'université? Vous-même qui dirigez, vous piétinez les mêmes droits? Vous ne disiez pas le bon droit? Il y a un philosophe qui disait, donnez-moi les faits, je vous dirai les droits. Hein? Donnez-moi les faits, je vous dirai les droits. Mais comment on vous donne les faits? Vous dites les droits, vous dites les droits, les contraires. C'est quelque chose d'inacceptable. Si Matata Pogno, vous n'avez pas respecté la procédure juridique entre la violation, vous violez tout le temps la Constitution, ce n'est pas bien. Vous qui êtes le professeur qui part à l'université, qui apprend aux gens les droits quand vous ne respectez la procédure juridique, ce n'est pas bien. Je vais entrer à la dernière sujet de votre parti. On va parler de votre parti. Comment d'abord vous fonctionnez dans votre parti, les BAT? Parce que vous êtes reconnu à la République démocratique du Congo. Votre siège se retrouve où d'abord? Notre siège se trouve sur Kabinda, le numéro 200, en face de l'église primitive. Ceux qui connaissent, non loin de Pont-Victoire. Les BAT se portent bien, en tout cas, le parti dirigé par les camarades Alain Bolodja. Vous me saluez aussi Alain Bolodja. On s'organise. En tout cas, prochainement, nous ne serons pas à Kinshasa. Nous serons dans des provinces pour implanter notre parti partout parce que nous portons une vision. Nous attendons diriger autrement ce pays. On sera là pour faire de très bonnes images avec vous. Oui, parce que nous, chez nous, nous croyons que nul n'a le droit d'être heureux seul. Les richesses de la République démocratique du Congo sont faites pour être partagées. Tout le monde doit en bénéficier. Donc tout le monde doit le Congolais, aussi petit que soit-il, doit bénéficier des richesses de notre pays. Donc, ici à Kinshasa, si dans les communes de Mongafula, par exemple dans les communes de Mongafula et Ngalima, votre siège se trouve où? On a un siège national. Le national, se trouve sur Avenue Kabinda. Je connais déjà déjà là-bas. Si vous voulez nous visiter, passez sur Kabinda, venez au siège, on va discuter. Qu'est-ce qu'Alain Bolodja directement il attend en 2028? En 2028, le candidat président comment? Nous nous organisons. En tout cas, on n'a pas encore levé les grandes options. Le moment venu, nous vous le dirons. Vous êtes de la presse, vous serez peut-être invité à la conférence de presse. Le président va s'adresser aux compatriotes, puis lever les grandes options, prendre des décisions dans le bureau politique. Et puis à ce moment-là, on saura qui sera candidat du parti Le BAT. Voilà. Je peux dire qu'Alain Bolodja, il a un problème personnel avec le président de la République. Le président Alain Bolodja n'a jamais eu de problème avec Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il aime Félix Tshisekedi comme son frère. Le problème avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il ne respecte pas les règles. Félix Tshisekedi ne respecte pas la loi. Félix Tshisekedi est incompétent. C'est là où le bas blesse. Parce que chez nous, nous ne voulons pas que le pays soit dirigé de la manière dont il est dirigé aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons que Félix Tshisekedi doit partir. On doit enclencher l'article 64 de la Constitution pour les chasser, les faire partir du pouvoir, parce qu'il est en train de diriger le pays en violation des règles. Et nous pensons aussi que demain ou après-demain, nous allons effectivement lancer les activités, lancer les sensibilisations, essayer de sensibiliser la population, pour barrer la route au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui en train de diriger le pays, qui prend de très mauvaises décisions qui pourront mettre à mal la sécurité nationale de notre pays. Selon vous, le président Félix est incompétent? Très incompétent. Oh, c'est pas une c'est de l'incompétence. Mais quand vous prenez le dossier de Jean-Marc Kabound avec Augustin Kabouya, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Marc Kabound? Aujourd'hui, ils disent que Jean-Marc Kabound Jean-Marc Kabound a volé l'argent de la République. Ils savent comment il est arrivé là où il est aujourd'hui. Ça, c'est Augustin Kabouya qui le dit. Vous savez, dans un état sérieux, on ne pouvait même pas parler de gens comme Augustin Kabouya. Jean-Marc Kabound était secrétaire général de l'UDPS. Le pouvoir arrive, Jean-Marc Kabound devient premier vice-président de l'Assemblée nationale, membre de l'UDPS. Mais si aujourd'hui, Augustin Kabouya déclare que Jean-Marc Kabound a volé l'argent de la République, aurait détourné l'argent de la République, mais que
que fait la justice aujourd'hui pour se saisir de ces dossiers? Parce que ce sont des révélations qu'il est en train de faire. Déclarer que Jean-Marc Abounda a détourné l'argent de la République. Ce sont des révélations. Le procureur doit se saisir du dossier et inviter Augustin Kabouya, parce que c'est lui qui allait, qui pense que Jean-Marc Abounda aurait détourné l'argent de la République parce qu'il était avec eux. Pourquoi, lorsqu'il détournait l'argent de la République, parce que lui le savait, pourquoi ils n'ont pas accusé? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Parce qu'ils disent qu'ils sont un parti de valeur, ils prennent l'état de droit. C'est ça l'état de droit? Vous avez quelqu'un avec vous, il vole de l'argent, vous les regardez, et demain, lorsqu'il décide de vous quitter, vous sortez avec des chemises blanches pour l'accuser qu'il a volé de l'argent. Mais hier, il était avec lui lorsqu'il volait de l'argent, parce qu'il le savait. Donc, aujourd'hui, il y a encore des voleurs à l'UDPS et ils attendent qu'ils quittent pour pouvoir les accuser. Si Kaboun a volé l'argent, M. Augustin Kabouya, vous êtes aussi tous des détourneurs. S'il lui a détourné, c'est-à-dire que vous avez détourné avec lui, vous êtes complices. Pourquoi ne l'avoir pas accusé depuis qu'il détournait l'argent de l'État? Vous avez attendu qu'il parte, qu'il quitte les partis pour l'accuser aujourd'hui. Ce qui est sûr, Jean-Marc Abounda a dirigé avec eux. Il a certainement partagé la mauvaise gouvernance, mais aujourd'hui c'est repenti. Merci d'avoir répondu à cette question. Une dernière question en clôture. Déjà, on arrive déjà à la fin. Je pense que Christian Bongolo m'a déjà signalé qu'on arrive déjà à la fin. Qui dirige l'UDPS aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez que l'UDPS est un parti de désordre. En tout cas, je ne suis pas ici pour parler de l'UDPS. Je suis membre de l'EBAT, l'événement et bâtissons. Les histoires de l'UDPS, en tout cas, ça concerne l'UDPS. Merci d'avoir répondu dans toutes mes questions. Merci d'abord de venir répondre à mon invitation sur l'antenne télévision. On arrive déjà à la fin de regarder ces caméras. Je vous pose mes petites questions. Quel conseil vous pouvez donner au président Félix? Il est incompétent et il a démissionné. Il est incompétent, il peut démissionner? Oui. Si vous pouvez regarder la ville province de Kinshasa, est-ce que la ville province de Kinshasa est dirigée aujourd'hui? La ville province de Kinshasa n'est pas dirigée et on n'a pas un gouverneur de la ville. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous vous réveillez le matin, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de dirigeant. La ville est telle qu'elle est, trop sale, rien n'est fait. Voilà. Et aujourd'hui, pendant qu'il est en train de pleuvoir, les gens s'inquiètent. Les routes sont en état de délabrement très avancé. Et ça, c'est ça la figure de l'UDPS. C'est ça le savoir-faire de l'UDPS. Et nous ont aujourd'hui prouvé combien ils sont très incompétents. C'est pourquoi on ne doit pas attendre, on doit faire partir ces gens. Merci. Est-ce que vous pouvez regarder encore de me répondre à mon petite question? Quand vous regardez Constant Moutamba, toutes ces sorties politiques qu'il fait, est-ce qu'il fait le populisme ou bien il fait son pouvoir? Constant Moutamba, c'est un populiste. Ah bon? On ne fait rien d'autre que du populisme. Mais ça n'a rien à voir avec le droit. Merci. Si vous regardez encore ces caméras, entre Christophe Kabouya et Jean-Marc Abounda, qui est intelligent? Quand on parle de l'intelligence, on ne doit pas citer le nom de Gustave Kabouya. Quand vous parlez de l'intelligence, oubliez celui-là. Il ne faut pas parler de lui. Merci. Il n'a rien à voir avec l'intelligence. Merci mon frère, je dis que vous êtes cadre le parti Barat de Ali Bolo. Je salue aussi mon président Ali Bolo. Tu m'as suivi à partir de la maison. Je salue tout le monde. Je salue aussi l'équipe de l'Antoine Télévision. Je salue les DG, les patrons de cette chaîne. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager sur YouTube. Venez nombreux. Je salue aussi Christian Bongolo qui était à la technique. Je salue aussi Madame Sophie qui nous a assisté, qui était présente ici dans cette émission, qui est venue nous voir cette émission, comment ça se passe. Aussi, je salue tout le monde. On se retrouve demain à partir de 11h avec Eric, qui est aussi cadre de Barat. Merci. Merci.